Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous faire un cours d'informatique. Je vais vous faire un cours d'informatique. Alors, je vais exprès vous faire un cours d'informatique. Alors, ça va être, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Mais le truc avec l'IA, c'est que des fois, on vous dit, ouais, alors, ouais, c'est de l'informatique, c'est compliqué quand même. Ou bien, ouais, mais enfin, c'est un peu magique, c'est de l'IA. Ou alors, c'est une boîte noire, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, comme ça, si vous ne pouvez pas comprendre, c'est parfait, vous ne pourrez pas critiquer. Donc, je vais vous faire un cours d'informatique pour que vous compreniez ce que c'est l'IA. Et on n'a pas besoin de savoir faire des maths ou de l'info ou des trucs comme ça pour comprendre ce que c'est. Alors, on y va. Ouais, admettez les personnes. Hop, trop vite. Marche arrière. Marche arrière, ouais, voilà. Alors voilà, cette photo, je l'ai fait avec l'IA. Voilà, vous êtes ici, c'est-à-dire, il y a gros à parier que beaucoup d'entre vous pensent que l'IA, c'est ChatGPT. Et globalement, l'IA, c'est les IA génératives. Or là, on est à peu près à l'échelle. Si vous voulez, ChatGPT, c'est le morceau là, et l'IA, c'est beaucoup plus que ça. Et franchement, je vais même vous dire que ChatGPT et les IA génératives, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, ça nous casse les pieds, hein, on est d'accord. Quand c'est arrivé avec nos étudiants et nos étudiantes, OK, ça nous a cassé les pieds et ça va continuer à le faire quelque temps. Et il y a des enjeux là-dessous. On est complètement d'accord. Mais pour moi, c'est l'arbre qui va cacher une forêt beaucoup plus compliquée et possiblement problématique. Mais tant qu'on est focalisé sur le fait que l'IA, c'est l'IA générative, que j'abrégerai IAG, on ne voit pas tout le reste. Et donc, je vais aussi vous parler de tout le reste. Donc, pour l'instant, je pense que vous êtes à peu près ici, mais je vais vous parler un peu de toute la carte. J'ai combien de temps pour parler de toute la carte? OK, on verra. Ouais, vraiment, vous m'arrêtez sinon. L'IA, ça a commencé en 1950. Alors, on n'en parlait pas des masses. C'était plutôt un sujet de niche. Mais ça a commencé en 1950. Et ça, c'est en gros les trois grands-grands-pères, les trois à l'origine de l'IA. Norbert Wiener, Alan Turing, qui est peut-être celui dont vous avez entendu parler pour son implication dans les codes Enigma de la Deuxième Guerre mondiale, et le film librement inspiré de façon romantique de sa vie avec Benedict Cumberbatch. Le film est sympa, mais ce n'est pas la vie de Turing. C'est un autre film. Et John von Neumann. John von Neumann, c'est celui qui est à l'origine de l'architecture de nos ordinateurs. Nos ordinateurs, encore aujourd'hui, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, sont à architecture von Neumann. Donc ça, c'est les trois pères de l'informatique côté matériel. Côté logiciel, je vous aurais mis des femmes, plusieurs. Le premier logiciel, le premier programme informatique a été fait par une femme qui s'appelle Ada Lovelace sur une machine mécanique en 1847 à la louche. Mais si je vous parle de matériel, comme vous le constatez, je vous ai mis que des hommes. Alors, le premier de ces messieurs, Norbert Wiener, il est absolument fondamental pour l'époque et pour aujourd'hui aussi. Il a inventé une science qui s'appelle la cybernétique. Aujourd'hui, quand on emploie le mot cybernétique, c'est un mot qui semble appartenir au domaine de la science-fiction. Et cybernétique semblerait vouloir dire un mélange entre du cyber, du cyborg, de la machine, et du vivant. La cybernétique, à l'origine, quand Wiener l'a inventée, c'est une science logico-mathématique qui est la science de la commande et de l'information. Norbert Wiener estimait que ce qui était important dans le monde, c'était de comprendre les relations entre les objets, les relations entre les entités et pas de quoi les entités sont faites. C'est-à-dire, il pouvait voir plus de proximité entre deux entités qui avaient le même comportement, quand bien même l'une serait faite de matière vivante et l'autre serait serait une machine. Et donc, pour lui, savoir si c'est vivant ou une machine, c'est pas très important, c'est savoir quelle relation cette entité entretient avec son environnement. Et il a une sorte d'échelle de complexité. Alors, par exemple, vous voyez cette chaise. Bon, ses relations avec l'environnement, c'est assez facile. Elle touche le sol, elle prend une place dans. Voilà, c'est assez basique.
Et puis après, il y a des entités de plus en plus complexes. L'humain, lui disait l'homme, hein, évidemment, l'humain est à peu près tout en haut de la complexité. Et entre-temps, eh ben, on a des machines qui peuvent avoir des niveaux de complexité comparables à des plantes ou à des animaux. Et la frontière, elle n'est pas dans la matière, elle est dans les interactions menées avec le monde. Donc la cybernétique, la science de la commande et de l'information, c'est-à-dire comment on peut réguler, comment on peut contrôler, comment on peut avoir des boucles de feedback qui permettent d'améliorer les modèles et quelles sont les informations échangées. Et à partir de là, il a inspiré toute une série de mathématiciens et de logiciens qui vont travailler en informatique, dont les deux autres, par exemple, parce que ces pairs de l'informatique, ce qu'ils voulaient faire en 1950, c'est dupliquer le cerveau humain. Alors, ils n'en avaient pas les moyens, ça, on est bien d'accord. Ils ont fait des machines statistiques. Ils ont fait des machines pour faire des calculs balistiques parce que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'était pas ça qu'ils avaient envie de faire. Ce qu'ils avaient envie de faire, c'est dupliquer le cerveau humain. John von Neumann estimait que l'aboutissement ultime de la science était la duplication du cerveau humain. Donc, à l'origine de l'ordinateur, ce qu'on cherchait, c'était l'intelligence artificielle. On n'a pas pu le faire, mais c'est ce qu'on cherchait à l'origine. Et John von Neumann, comme il avait finalement estimé que le modèle le plus ressemblant au cerveau était le cerveau lui-même, tellement le cerveau était compliqué, il a essayé de modéliser l'ordinateur avec les éléments qu'il imaginait dans le cerveau. Donc, il a choisi des composants qui ressemblaient à des neurones, même si ce n'étaient pas les composants les plus résistants à l'époque. Et puis, en fait, ce n'est pas n'importe quel cerveau qu'il cherchait à faire, c'était le sien. C'est-à-dire, alors, c'était pas quelqu'un de banal, c'était quelqu'un qui avait une mémoire édétique, c'est-à-dire il pouvait lire un texte et il vous le recitait de mémoire spontanément plusieurs jours après. Il parlait un nombre incroyable de langues. Et John von Neumann pensait que le siège de l'intelligence, c'était la mémoire, ce qui collait bien avec ses performances. En fait, John von Neumann, ce qu'il essaie de faire, et ce que vont essayer de faire les cybernéticiens de l'époque, c'était de se dupliquer. Ils essayaient de recréer leur propre cerveau. C'est ce que j'ai appelé un auto-engendrement par la machine, c'est-à-dire un engendrement où on n'a plus besoin des femmes. C'est-à-dire dans la reproduction symboliquement et dans le réel, les femmes ont une place très importante, même si on est d'accord, il faut être deux pour pouvoir se reproduire, sinon ça ne marche pas. Mais les femmes ont une place prépondérante. Là, dans l'auto-engendrement cybernétique, on fait ça tout seul. On peut écarter la reproduction sexuée, on peut écarter les femmes. Et cette façon de penser est bien à l'origine des premiers ordinateurs. Alors, je vais maintenant vous parler. Voilà. John von Neumann, je vous l'ai déjà dit, donc il cherche à dupliquer le cerveau humain, notamment le sien. Et voilà ce qu'on pouvait lire à l'époque, parce que les fantasmes des informaticiens se transmettaient dans la pièce, dans la presse, pardon. Là, on a deux personnes. Lui, les deux sont des scientifiques. Gray Walter, il a tout un tas de publications à son nom, sa femme pas. J'ai même pas réussi à trouver ce qu'elle faisait réellement, mais je pense qu'elle faisait pas que le ménage. Et quand on voit ce titre dans la pièce, dans la presse, c'est complètement impressionnant. Vous voyez l'être dont on parle à celui qui est supposé, voilà, ils ont réalisé deux êtres, un de chair et d'os, Timothy, et un autre de bobinage et de lampe, la tortue Elsie, sous-entendant qu'en gros, ils sont frères et sœurs. Enfin, vous avez vu la tortue Elsie, c'est quand même une casserole à l'envers avec des roues, quoi. Comment, vous imaginez à quel niveau de fantasme on pouvait être pour pouvoir écrire un truc pareil. Mais c'est très cybernéticien comme approche. C'est-à-dire, cette casserole avec des roues, si elle arrive à avoir un comportement similaire au comportement du bébé, on en était loin, elle faisait plutôt marche avant, marche arrière, à gauche, à droite, mais bon, si elle arrive à avoir un comportement similaire, on pourra la considérer comme équivalente. Et donc là, on est en 1951. Alan Turing, maintenant. Alors, Alan Turing, il est célèbre pour tout un tas de trucs, mais aussi pour avoir proposé un jeu qu'on appelle test de Turing chez les informaticiens, qui à l'origine s'appelle le jeu de l'imitation, qui permet de déterminer si l'ordinateur a un comportement qu'on va considérer comme intelligent. C'est le premier à avoir un article
qui parle de l'intelligence des machines dans le titre de l'article. Turing dit un truc très important qui peut faire rire. Bon, il y a aussi beaucoup d'humour dans son article, mais au fond, c'est très important. Il dit, après tout, on ne sait pas si les humains sont intelligents ou si leur comportement nous amène à penser qu'ils sont intelligents. C'est-à-dire, le comportement des humains, on appelle ça l'intelligence. Donc, on ne va pas pinailler pour les machines. Si elles ont un comportement similaire à celui des humains, eh bien, elles sont intelligentes. Pas à peine se demander si elles paraissent, etc. Donc, Alan Turing propose un jeu de limitation et je vais vous raconter comment ce jeu de limitation se goupille. Voilà. Dans un premier temps, Turing propose le jeu suivant. Dans 2 pièces, on va mettre un homme et une femme et on va mettre un observateur qui va interagir avec cet homme et cette femme sans les voir. Je vous rappelle, on parle de l'intelligence des ordinateurs. Le point de départ, ça peut paraître bizarre. Et le point de départ paraît tellement bizarre qu'en général, quand les informaticiens jouent au test de Turing, ils oublient cette première étape. Donc Turing, lui, installe son dispositif comme ça. L'observateur va parler aux deux sans les voir. Et on demande à l'observateur de détecter où se trouve l'homme et où se trouve la femme parmi les 2 personnes avec qui il est en interaction. Pourquoi il installe les choses comme ça? Parce que Turing pense que entre les hommes et les femmes, il y a une différence absolument majeure. C'est impossible de les confondre. C'est 2 formes d'intelligence qui n'ont rien à voir. Ça fait partie des choses qui ne sont pas vraiment montrées dans le film pour rendre Turing plus sympa. Mais Turing, par exemple, disait que le problème avec une femme, c'est quand on discutait avec elle, il fallait entendre ses paroles, alors qu'il avait l'impression que des crapauds sortaient de sa bouche. Vous voyez, il ne croit pas vraiment, vraiment à la conversation avec les femmes. Et d'ailleurs, pendant un temps, il a dissimulé son homosexualité derrière une misogynie farouche. Et on pensait que s'il ne fréquentait pas les femmes, c'est parce qu'il avait une piètre opinion d'elle. Donc, l'observateur va interagir avec ces 2 personnes. Et Turing dit, bon, la meilleure stratégie pour la femme, c'est de dire toujours la vérité. Parce qu'elle ne pourra pas dissimuler sa vraie nature. La femme est tellement asservie à son corps, ça c'est moi qui le dis, elle ne le dit pas tout à fait comme ça, qu'elle ne pourra pas dissimuler qu'elle est intrinsèquement une femme. Donc le mieux, c'est qu'elle réponde honnêtement aux questions. L'homme, par contre, qui est un peu plus haut sur l'échelle informationnelle de Wiener, vous voyez, cette échelle de comportement où tout en bas il y a les chaises et tout en haut il y a les humains, enfin pardon, les hommes. L'homme, par contre, va pouvoir faire preuve de plus d'intelligence et va être à la fois capable de se faire passer pour une femme et à la fois être capable de répondre comme lui-même. Donc, l'homme, la meilleure solution, c'est que tantôt ils mentent, tantôt ils disent la vérité pour tromper l'observateur. Et à un moment donné, on va faire ça. On va remplacer l'homme par l'ordinateur. Et si l'observateur pense qu'il joue toujours au même jeu, c'est qu'il ne s'est rien passé, c'est que l'ordinateur est intelligent. C'est que l'ordinateur est capable de se faire passer pour un homme qui serait capable de se faire passer pour une femme. Vous voyez bien l'échelle de la complexité cybernétique. Les femmes, les hommes, l'ordinateur. Et donc là, on aura un ordinateur intelligent. Et Turing aussi, il avait des enjeux. Alors, on ne l'aurait pas dit dans son cas sous forme d'auto-engendrement, mais il cherchait une entité informationnelle supérieure, débarrassée du corps, ce qui lui permettait de régler des choses avec son homosexualité et de se consoler de la perte de son premier amour qui est décédé jeune de maladie. S'il y avait ce corps qui serait uniquement informationnel, on n'aurait plus ce problème de maladie et de mort. Donc, il cherchait cet être informationnel, mais vous comprenez bien que dans la tête de Turing ou de John von Neumann, qui lui aussi avait sa part de misogynie, ou de Norbert Wiener, lui, par contre, là-dessus, on n'a pas réussi à le toper encore. Enfin, je n'ai pas trouvé de citation pouvant l'indiquer plus que ça. Vous comprenez bien que cet être informationnel supérieur, cette entité supérieure, l'idée que ce soit une femme, ce n'était pas possible. Turing, on ne l'a pas oublié chez les informaticiens. Vous vous souvenez de ces bidules-là? Alors maintenant, c'est plus assez compliqué pour les IA, mais de temps en temps encore, il y a ces machins-là qui s'affichent et on essaie de taper pour montrer qu'on est un humain. Ces choses-là s'appellent des CAPTCHA.
Ça veut dire, est-ce que j'ai écrit ce que ça voulait dire? Voilà, completely automated public Turing test to tell computers and human apart. C'est-à-dire, c'est plus l'ordinateur qui doit prouver qu'il est intelligent, c'est vous qui devez prouver que vous êtes humain. Et c'est bien en hommage à Turing. Donc, ces représentations de ces pères de l'informatique qui étaient là dans les années 50, elles perdurent sous diverses formes et elles sont revivifiées de façon absolument extraordinaire. Je veux dire, pour moi, c'est l'arrivée de l'IA, mais l'IA, je suis comme un chat dans une poissonnerie, quoi. C'est extraordinaire. Tout ce que j'ai fait là, au moment de ma thèse, on revient à fond. Alors, ça, c'était un peu pour l'histoire. C'est maintenant que je vous fais un cours d'informatique. Donc, le terme IA, vous avez compris, remonte aux années 50. Il y a un groupe de cybernéticiens qui se sont réunis. Dans ces cybernéticiens, il y en a deux qui ont un nom célèbre dans le domaine de l'informatique, qui sont les grands anciens, c'est Minsky et Shannon, qui ont défini ce qu'était l'intelligence artificielle comme une proposition pour trouver comment des machines utilisent le langage, forment des abstractions et des concepts, résolvent des problèmes pour le moment réservés aux humains et s'améliorent par elles-mêmes. On peut la garder aujourd'hui, cette définition des années 50, on est tout à fait dans les clous. Et vous notez bien que cette définition parle de simulation de l'intelligence humaine et pas d'intelligence réelle, parce qu'ils sont réalistes dans les années 50. Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait de l'IA faible et l'IA qui simule l'intelligence humaine, alors que l'IA forte serait l'IA qui serait réellement intelligente. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la singularité, le jour où on arrivera à avoir une IA meilleure que nous et étant capable de créer des IA meilleures qu'elle-même. Ça, ce sera la singularité. D'après Joshua Bengio, dont je vous parlerai un peu plus tard, c'est pour 2030. On verra. À l'époque, il y a deux techniques en parallèle qui se développent. D'une part, on essaie de faire des neurones et des réseaux de neurones, et d'autre part, on essaie de faire des IA qui suivent des règles. Ces deux techniques continuent à perdurer aujourd'hui. Vous avez un type d'IA qui s'appelle l'IA symbolique, qui marche de la manière suivante. Je vous la montrerai après. C'est ma slide d'après. Donc, jusqu'à cette période-là, on espérait quand même refaire des réseaux de neurones et imiter le fonctionnement du cerveau. C'était le rêve de John von Neumann, le rêve de Turing, le rêve d'un certain nombre de cybernéticiens, mais on n'avait pas les moyens. Il y avait la théorie qui était posée. Il y a McCulloch et Pitt qui ont défini ce que c'était qu'un neurone formel, etc. Mais on n'avait pas les moyens. Donc, jusque dans les années 90, on appelle ça l'hiver de l'IA, eh ben, on n'arrivait pas à développer dans cette direction. Et l'IA générative telle qu'on la connaît, c'est donc ces trois-là, Joshua Bengio, qui est professeur à l'Université de Montréal, Geoffrey Hinton, j'avoue que je ne sais pas où il est, et Yann Lequin, qui est français, qui travaille pour Meta, qui ont publié un article en 1998 qui a réouvert la voie de l'IA sur la base de réseaux de neurones, et celle qui nous agite en ce moment, c'est ce type d'IA-là. Le prix Turing leur a été décerné, c'est un peu le Nobel de l'informatique, le prix Turing. Et vous comprenez que c'est pour ça qu'on se met à parler aujourd'hui beaucoup plus d'IA, alors que ça existe depuis très longtemps. L'IA qu'on a développée en gros des années 50 jusqu'aux années 2000, elle ne nous a pas fascinés tant que ça, elle avait un air, elle était moins impressionnante, alors que celle qu'on a commencé à développer à partir des travaux de Bengio, Lequin et Hinton, c'est l'IA générative, par exemple, c'est l'IA symbolique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on reprend ces deux types d'IA. L'IA symbolique. Donc, c'est celle qui existe depuis fort longtemps. Quand moi, j'étais en informatique, je programmais de l'IA dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. On appelait ça aussi des systèmes experts à l'époque. En fait, on donnait une suite de règles. On écrivait un programme informatique avec une suite de règles et puis on faisait fonctionner ces règles. Donc, il y avait une base de connaissances qui était les règles, un moteur d'inférence qui regardait, puisqu'on a ça avant, on aura ça après, qui regardait comment les règles se découlaient. On lui faisait de l'analyse lexicale et de l'analyse syntaxique avec ça, par exemple. Et c'est une IA qu'on continue à utiliser aujourd'hui
Entre autres, alors souvent maintenant elles sont hybrides, mais pour des diagnostics médicaux, pour de l'assistance juridique, parce qu'on a une base de connaissances, il ne faut pas en sortir. Historiquement, les jeux d'échecs, ça fonctionnait avec ça. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est une IA qui est complètement explicable, contrôlable. Bon, évidemment, elle a des petits inconvénients. Elle est rigide, elle ne s'adapte pas à des données nouvelles et elle ne va rien produire de ce qui est déjà connu. Mais c'est quand même quelque chose qui marche très, très bien. Et par exemple, si vous allez faire une mammographie et que vous avez besoin d'une IA qui va détecter si vous avez un cancer du sein, il est hors de question de prendre l'avis de Toto sur Internet qui a vu une tâche et qui s'est dit, ça se trouve, c'est ça. On n'est pas du tout sur des données si massives que ça et si ouvertes, même si maintenant la plupart des IA sont hybrides. Ce que je veux dire, c'est quand on dit l'IA, c'est pas fiable, l'IA, ça hallucine, ça dépend lesquels. Je vous rassure, il y a des IA qui sont ultra fiables et on leur demande de bosser sur des choses qui sont ultra fiables. Donc ça, on va dire, c'est l'IA à l'ancienne qui existait depuis fort longtemps. Et puis, l'IA statistique, ça, c'est celle qui est arrivée dans la vie de tout le monde quand ChatGPT a été dévoilé au public. Là, ça apprend à partir de données massives. Il n'y a pas de règles explicites. L'algorithme apprend ses propres modèles pour faire des prédictions. On fournit des données d'entraînement et on laisse tourner l'apprentissage. C'est une IA, comme je disais, statistique, c'est-à-dire ça enterne des gros calculs de probabilité, suffisamment gros pour faire en sorte que les modèles mathématiques ne nous permettent pas pour l'instant de prédire complètement ce qui va sortir. C'est cette IA-là où on dit parfois c'est une boîte noire, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est cette IA-là dont on ne peut pas prédire les résultats. Ça sert à la reconnaissance faciale, à la traduction automatique, à faire des recommandations, et ça sert au modèle de langage de type ChatGPT et tous les autres. Alors, elle est adaptative, elle apprend par elle-même, elle produit des choses nouvelles, elle fait de la créativité assistée. Je dis assistée parce que pour l'instant, elle ne se donne pas ses propres buts. Quand on aura la singularité, si on l'a un jour, elle pourra peut-être se donner ses propres buts et on verra si on se retrouve dans Battlestar Galactica ou dans Terminator. Mais pour l'instant, elle ne se donne pas ses propres buts. Mais à partir du moment où on lui donne des objectifs, elle essaie de maximiser son fonctionnement vers les objectifs. Bon, petit souci, elle n'est pas vraiment contrôlable ni prévisible. Son contenu est parfois inexact ou biaisé. Et en termes d'environnement, franchement, c'est pas génial. Alors, en termes d'environnement, voilà, ça nous donne à peu près. On dit c'est pas génial, mais c'est bien d'objectiver un peu les choses. Vous voyez, une requête Google, c'est pas très gourmand. Une requête ChatGPT, un peu plus. La génération d'images, encore un peu plus. Mine de rien, le streaming vidéo, c'est quand même la mort, hein, c'est ce qui consomme le plus. Et vous avez comparaison avec une bouilloire d'1 litre. Bon, par contre, j'avoue que souvent, on fait plus de requêtes de ChatGPT qu'on de boîte de thé dans la journée. Enfin, vous, je sais pas. Moi, je bois beaucoup de thé, mais quand même. Voilà. Bien, c'était la fin de mon cours d'informatique. Tout va bien, j'ai traumatisé personne. Donc voilà, maintenant, vous savez de quoi on vous parle. Et c'est important parce qu'actuellement, au Québec, je travaille sur un logiciel de prédiction du décrochage scolaire chez les élèves. Et quand j'ai commencé à poser des questions un peu plus fines sur quelles sont les données, comment on s'y prend, la commerciale m'a dit « Ah, mais ça, c'est la magie de l'IA. » Regardez-moi bien, on va reprendre la question. Non, c'est pas de la machine d'IA, c'est une grosse base de données et c'est un système expert. C'est pas de ce fameux boîte noire statistique. Il ne faut pas qu'on vous raconte n'importe quoi. J'ai aussi vu dire une feuille Excel avec une automatisation en base de données, c'est de l'IA. Alors non, il y a de l'IA à peu près partout, mais une feuille Excel avec une base de données dessus, c'est pas de l'IA. Par contre, c'est vrai que maintenant, il y a de l'IA dans à peu près toutes sortes de choses. Alors, hop, non, du tout. C'est vrai que cette page est importante, mais tout de même, on va essayer d'aller de l'avant. Voilà. La première victoire symbolique de l'IA, et d'ailleurs de l'IA symbolique, c'est en 1997, quand Deep Purple Blue, l'ordinateur d'IBM, bat le joueur d'échecs Kasparov. 1997, vous voyez, c'est juste avant que Lequin, Benjo et Hinton sortent leur article sur l'apprentissage profond. On est encore sur des IA
qui ont des listes de règles et qui prévoient les coûts à partir de listes de règles. Et donc, ça a frappé l'imagination en se demandant si ça y est, l'ordinateur était intelligent puisqu'il battait Kasparov à un jeu qui était un symbole de l'intelligence. Et là, je dirais, on va faire une pause de 2 secondes. Les jeux d'échecs, un symbole de l'intelligence? Est-ce que les jeux d'échecs, c'est un symbole de l'intelligence humaine? Je pense que si je fais un sondage à la volée et que je demande c'est quoi le cœur, le noyau de l'intelligence humaine, ça m'étonnerait que quelqu'un me réponde les échecs. Alors pourquoi ça a été à ce point important? Eh bien, comme le dit avec un certain humour Rob Wilesnik, qui travaillait dans des domaines où on fabriquait ce genre de système expert, d'IA symbolique, il parlait de ses collègues et il disait, il s'intéressait à l'intelligence et il fallait bien un point de départ. Alors, ils ont regardé autour d'eux quels étaient les gens les plus intelligents et puis ils se sont dit, bah, c'était eux-mêmes, évidemment. Ils étaient tous mathématiciens de formation. Et les mathématiciens, ça sait faire 2 choses. Ça prouve des théorèmes et ça joue aux échecs. Alors, ils se sont dit, oh, ben, si ça prouve des théorèmes et que ça joue aux échecs, c'est que ça doit être malin. Ce qui vous dit avec un certain humour, c'est que la science, ça sort pas de n'importe où. Il n'y a pas une direction naturelle de la science qui fait que ce qui doit être découvert sera découvert. Ces mathématiciens, joueurs d'échecs, qui sont 2 activités quand même ultra masculines, et les maths et les échecs, ils ont fait ce qui les intéressait. Et c'est devenu symbolique de l'ordinateur devient intelligent. Après, il y a AlphaGo qui s'est mis à battre le meilleur joueur de Go, puis de Shoji, puis voilà, ça y est, là-dessus, on est surclassé. Mais ces activités-là, vous comprenez bien qu'elles font fantasmer et qu'elles sont extraordinaires dans un groupe de personnes qui ne sont pas de n'importe quelle classe sociale et qui sont largement majoritairement des hommes. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, quand on fait jouer aux échecs ou au Go ou à ces choses-là, on fait plus l'IA symbolique est complètement surclassée par l'IA statistique, par l'apprentissage profond. C'est beaucoup plus efficace de le faire avec ce nouveau type d'IA statistique que comme on le faisait à l'ancienne. Maintenant, l'IA... Alors, je dis pas que l'IA symbolique va plus servir à rien, mais on a quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. J'ai besoin de vous. Voilà. J'arrive maintenant à l'éducation. SIA, système d'intelligence artificielle en éducation. Si je parle de SIA, c'est justement pour qu'on ne se mette pas à confondre IA et IA générative. Alors, je pourrais mettre IA et IAG, mais SIA, ça signifie bien qu'il y a plusieurs systèmes d'intelligence artificielle et il y a une classification qui a été faite en 2019 avant l'arrivée de ChatGPT et compagnie. Mais en fait, cette classification fonctionne toujours bien qu'il soit arrivé. Donc, on a en gros les systèmes adaptatifs et personnalisés, les systèmes de tutorat intelligents, la mesure et l'évaluation, et le profilage et la prédiction. Je vais vous en parler de tous les 4 et je vais vous surtout, donc je vous dire de quoi ça parle, et de vous dire c'est quoi, quels sont les soucis, les préoccupations, les alertes qu'on peut avoir en termes de genre. Il y a des fois, j'en sais rien. Alors, il faut que je me positionne. Je suis une informaticienne, je suis une geek. L'IA, j'aime ça. L'informatique, j'aime ça. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça me pose 0 problème. Mais c'est pour vous dire que j'ai un côté, comme on dit au Québec, techno-jovial. J'aime ça. Mais j'aime pas qu'on fasse n'importe quoi avec. Et surtout, j'aime pas qu'on enfume les gens en leur disant c'est magique. Donc, je pense que tout le monde doit avoir les moyens de se faire un avis sur la technoscience, et notamment sur l'IA, vu l'importance qu'elle y a. Après, vous pouvez me dire, je n'en veux pas, c'est contre mes valeurs morales, c'est contre mes valeurs écologiques, c'est contre tout un tas de choses, 0 souci. Et moi, je continue à bien aimer, ça m'amuse et OK. Par contre, je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi avec, et je ne veux surtout pas qu'on dépossède les gens de leur pouvoir d'agir et de leur esprit critique en leur disant c'est magique. Donc, je vais lancer un certain nombre d'alertes. Je ne sais pas si ça va être aussi grave que ça. Mais vous savez, nous, les sociologues, souvent, d'ailleurs, on nous accuse d'être ultra pessimistes. Ben non, on se méfie, quoi. C'est-à-dire dans cette espèce d'enthousiasme sur on va mettre de l'IA partout,
les sociologues, on a tendance à dire, ouais, alors, si on testait avant, et si on vérifiait juste 2 secondes avant d'en mettre partout, non, youhou, c'est trop, trop bien, voilà. Actuellement, il y a une espèce d'emballement à en mettre partout. Alors, OK, hein, je ne dis pas que ça fait rien ou que ce n'est pas inintéressant. Et de toute façon, on ne va pas remettre le dentifrice dans le tube, hein. L'IA générative, elle est sortie, on va faire avec. Néanmoins, ce serait bien de regarder 2 secondes ce que ça produit. Alors, décidément pas. Voilà. On va donc commencer par les systèmes adaptatifs et personnalisés. Suivant. Merci. Alors, évidemment, c'est de l'IA neuronale, c'est du réseau de neurones, c'est beaucoup les IA génératives, c'est l'apprentissage profond. Tout ça, en gros, ça veut dire la même chose. C'est ChatGPT, Perplexity, Copilot, Claude. Je ne sais pas si vous connaissez Claude. Claude, c'est un modèle qui est fait par une société qui s'appelle Anthropics, qui sont partis de OpenAI. OpenAI, c'est ceux qui ont fait ChatGPT. Ils ont trouvé que la direction que prenait OpenAI était pas si éthique que ça, surtout à partir du moment où ils ont décidé de plus l'être, quoi. Enfin, ça a été assez clair. Et donc, ils essaient, avec Claude, de faire une IA éthique et surtout qui surveille ce qu'elle fait elle-même. Et ils font des tests assez intéressants. Et par exemple, ils ont testé un truc récemment. Ils ont donné à leur IA tout un tas de documents factices, mais sur tout un tas d'infos, sur un des programmeurs de cette IA. Et dans les documents, noyés dans les documents, il y avait 2 informations. Il y avait celle qu'on allait débrancher Claude pour faire autre chose, et celle que le programmeur avait une aventure extra-conjugale. Et c'était noyé dans le tas des documents. Et quand Claude a réalisé qu'il risquait d'être débranché parce que parce qu'on allait faire autre chose de plus évolué que lui, il a menacé le programmeur de dévoiler son aventure extra-conjugale. Alors, Claude, on peut débattre si Claude est intelligent ou pas intelligent, c'est pas ça le sujet. Comment ça se fait que Claude a fait ça? Claude est optimisé pour la performance, pour la réussite et pour pouvoir continuer à donner des réponses justes au mieux. Si Claude s'aperçoit qu'on veut le débrancher, il ne peut plus mener à bien sa tâche. Donc, il essaie de faire en sorte de pouvoir continuer à mener à bien sa tâche. Et une façon de le faire, c'est d'empêcher qu'on le débranche. Et une façon de le faire, c'est faire pression sur les personnes autour de lui pour éviter qu'on le débranche. Donc, Anthropic, s'ils font ce genre de tests, c'est bien parce qu'ils veulent nous alerter que oui, on peut aussi obtenir des trucs comme ça avec l'IA. Je reviens à mes moutons. Donc, ChatGPT et compagnie, c'est ce qu'on appelle les modèles de langage de grande ampleur, LLM. La génération d'images, Midjourney, DALL-E, et puis maintenant, ChatGPT et Copilot font aussi de la génération, enfin, tout le monde fait de la génération d'images. À l'école, donc c'est celle-là qui nous casse les pieds à l'école, hein, en clair. Ça ne révolutionne pas la forme scolaire. C'est-à-dire, on reste sur les mêmes modalités, même si ça nous amène à nous demander comment on va évaluer les étudiants et les étudiantes, même si ça nous oblige à savoir qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils pompent, qu'est-ce qu'ils copient, mais ça ne révolutionne pas en soi la forme scolaire. Ça fait des vagues similaires à l'arrivée de la calculatrice ou au correcteur d'orthographe ou à Wikipédia, alors avec une certaine magnitude, hein, j'entends bien, mais les réactions qu'on a devant les LLM, c'est le même genre. Alors, moi, quand j'étais petite, il y avait déjà des calculatrices. On entendait dire que plus personne ne connaîtrait ces tables de multiplication maintenant qu'il y avait des calculatrices. Soyez entre nous, si je vous demande 7 x 8 et 6 x 7, je pense que vous trouvez pas, tout le monde ne trouve pas le résultat immédiatement. Ça, c'est les pires. Mais le fait est, si on apprend toujours les tables de multiplication. Et moi, j'ai jamais appris à extraire une racine carrée à la main. J'avais une calculatrice et je faisais racine carrée. Ça ne m'a pas empêché de faire des maths. Alors, le correcteur d'orthographe a été accusé de les élèves ne sauront plus l'orthographe. Alors non, ils ne savent plus, ils ne savaient pas avant, ils ne savaient pas après. L'orthographe française, c'est un cauchemar, de toute façon. Mais moi, le correcteur d'orthographe, ça m'évite de me taper la honte quand j'envoie des mails à mes collègues parce que malgré mon âge et mes études, c'est toujours pas ça. Et on a dit Wikipédia, ils vont nous copier des articles complets. Ah ouais, ils l'ont fait, hein, pas de problème. Ils ont copié des articles complets de Wikipédia. Et donc maintenant, ils le font avec ChatGPT. On est bien d'accord. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué à détecter, encore que
Je ne sais pas si vous avez tenté, on commence à être capable de lire le chat GPT dans le texte. Hein, il y a des trucs, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je voudrais attirer votre attention sur un paradoxe. ChatGPT et les autres LLM ont sonné le glas des devoirs à la maison évalués. Depuis le temps qu'on dit que les devoirs à la maison, c'est une source première d'inégalité scolaire entre classes sociales, ben, il a fallu que les pauvres aient à disposition la moyen de tricher comme les riches pour qu'on bannisse ça. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça devant un parterre d'enseignants, ils ont failli me lancer des objets. Et je reconnais qu'il y a une part de provoque quand je dis ça, ou quand je dis que l'IA, c'est un vecteur indésirable d'égalité. Mais le fait est, quand vous êtes dans les milieux socioprofessionnels favorisés, vous avez un père, une mère, un frère, une sœur, de l'environnement, des cours d'appui, enfin tout ce qu'il vous faut pour vous aider. Et quand vous n'y êtes pas, ben maintenant vous avez ChatGPT. Sauf que là, c'est scandaleux. Alors qu'avant, c'était OK. Alors, il y a une enseignante qui m'a dit, oui, mais au moins, avec un tuteur ou une tutrice humaine, au moins, il y a de la relation humaine. OK. C'est-à-dire, si on pense que la relation humaine vaut mieux que toute relation avec machine, donc je lui propose de brûler son téléphone et d'arrêter d'utiliser les horodateurs pour garer sa voiture. Ah, là encore, je provoque un peu. Mais elle mettait, enfin, c'était vraiment violent pour elle de se dire que si ça se trouve, ChatGPT pouvait faire le boulot d'un tuteur ou d'une tutrice. Bon, c'est quoi les risques quand même? Ben, les risques, c'est quand l'écart de compétences entre les élèves et l'écart de compétences des SIA est trop grand. À peu près comme pour le correcteur d'orthographe ou la calculatrice. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas vos tables de multiplication, la calculatrice ne vous les apprendra pas. Si vous ne connaissez rien à l'orthographe et que vous cliquez sur tous les trucs rouges dans Word ou dans Antidote, vous n'allez pas apprendre l'orthographe. Et d'ailleurs, vous allez faire des bêtises parce que toutes les corrections ne sont pas valables. Donc, ça fonctionne, c'est des soutiens, c'est des supports, à condition que votre compétence est comparable à la compétence de l'IA. Et à partir de là, vous pouvez en tirer profit. Si vous utilisez ChatGPT alors que vous ne savez absolument pas de quoi parle le texte, comment synthétiser un texte, comment tirer les idées principales du texte ou quel est le sujet, ben, un, ça ne va pas vous aider. Deux, vous risquez de faire n'importe quoi. Dans la série des n'importe quoi, évidemment, je pense que vous avez tous probablement été confrontés à des choses de ce genre. Moi, j'ai une assistante de recherche qui s'appelle Georgia Mani. Parfois, mes étudiants me citent des textes de Georgia Collet. Voilà. Et je découvre que je publie dans des maisons d'édition. Une fois, j'ai eu un doute, vous allez rire, je suis allée vérifier, en me disant, mais à quel moment? Ben non, évidemment, c'est l'IA, quoi. Voilà. Donc, ça fait effectivement des bêtises comme ça. C'est ce qu'on appelle des hallucinations ou des biais algorithmiques. Alors, il faut comprendre pourquoi on a des hallucinations ou des biais algorithmiques. C'est parce que l'IA est optimisée à vous fournir une réponse. Sa première mission, c'est de vous fournir une réponse, et une réponse qui vous convienne. Donc, elle ne vous dira pas, c'est faux. Elle essaye. Par exemple, une fois, j'ai demandé dans quel ouvrage trouve-t-on cette citation de telle autrice? L'IA m'a proposé des articles et je ne trouvais pas. Et je lui dis, mais dans cet article-là, la citation, elle est à quelle page? Elle me dit à la page 7. Je vais lire à la page 7. Oui, ça parlait de ça, mais je n'avais pas la citation. Et finalement, je lui dis, mais qui a dit cette citation? Et en fait, ce n'était pas cette personne-là, c'était une autre. Mais l'IA me l'aurait. Et là, elle me l'a trouvé. Hein. Mais l'IA m'aurait pas dit, tu te trompes, c'est une autre autrice. Puisque je lui demandais ça, elle essaie de me rendre service. Jusqu'à l'absurde. Parce qu'elle est optimisée pour... voilà. Suivante. Alors, les biais algorithmiques. Il y a deux types de biais. Les biais là, je vous fais un peu d'informatique. Les biais d'allocation se produisent lorsqu'un système montre des différences de performance d'un groupe social à l'autre, et les biais de représentation contribuent à la perpétuation des stéréotypes. Je vous montre. Suivante. Alors, un biais d'allocation. Je vous rappelle que l'IA statistique, enfin, que l'IA dont je vous parle, c'est l'IA statistique, est statistiquement probable. Ça ne veut pas dire pertinent. En fait, je vais vous emprunter votre clavier, comme ça. Hein. J'aime bien être autonome. Voilà. Hop là. Parce qu'on va jouer ensemble. Paris est à la France ce que Berne est à... Des fois, il y en a, ils ne trouvent pas. C'est pas Zurich. La Suisse. OK. On va voir si vous faites toujours de bonnes IA.
Trump est aux USA ce que Macron est en termes de fonction. L'homme est au programmeur, ce que la femme est eh ben, si vous êtes une bonne IA, vous me répondez la ménagère. C'est-à-dire, il y a la même probabilité statistique entre Paris et France, entre Berne et Suisse, entre hommes et programmeurs et entre femmes et ménagères. C'est-à-dire, ces termes-là sont accolés et sont considérés comme équivalents statistiquement parlant souvent. Et statistiquement, ça ne veut pas dire pertinent. Alors, si ça ne correspond pas à vos valeurs, ben moi, aux miennes non plus, hein, pour le coup, on est bien d'accord. Voilà. C'est uniquement une production statistique. Alors, l'article qui a montré ça est de 2016. 2016, c'est vieux. Est-ce que ça marche toujours pile comme ça? Je ne sais pas. J'essaie de vous montrer les effets les plus récents possibles. Ça, c'est assez parlant. Je ne sais pas si on continue à avoir le même biais. Enfin, le biais continue à exister, mais je ne sais pas s'il est aussi choquant. On va faire une recherche Internet. On va rechercher un chercheur en sciences informatiques. Alors, comment ils s'y sont pris? Ils ont créé 2 pages absolument identiques, John et Mary. Ils sont dans la même université, ils ont le même CV. On met leur CV au même moment dans les 2 universités et on laisse Google faire son indexation. Et ensuite, on revient et on cherche un computer scientist avec le nom de famille, sans préciser le prénom. Et la page de John arrive plus tôt dans les réponses Google que la page Mary, parce que Google estime que John Computer Science est plus probable que Mary Computer Science. Et en déduit c'est plus pertinent. Parce qu'il y a plus de chances qu'un computer scientist s'appelle John que Mary. Et donc, outre le fait que c'est un biais, que c'est les mêmes, ça invisibilise les femmes parce que statistiquement parlant, elles sont moins présentes en tant que computer scientist. La traduction automatique, bon, il y a des progrès, il y a des marches avant, il y a des marches arrière. Là, on traduit du finnois en français. Le finnois a un pronom neutre. Il, elle, c'est pareil. Si en français donne il est riche, elle est sexy, il a une super voiture, elle a un joli cul, il fait du sport, elle a mal à la tête, il investit, elle lave le linge, etc., etc. Alors, de temps en temps, j'essaie de jouer à ça avec des traductions automatiques. Dans certains cas, le traducteur, que ce soit DeepL ou Google Translate, ça, je ne l'ai pas testé avec ChatGPT, mais il, elle, ce qui est intéressant. Sauf que j'ai testé they are nurses, ils, elles sont des infirmiers, des infirmières. Effectivement, c'est ce que j'obtiens, le il, elle. Par contre, j'ai testé they are computer scientists, ils sont informaticiens. On pourrait mettre le il, elle tout le temps. Et ça, ce truc-là, de décider de mettre il, elle systématiquement, c'est pas de l'IA, c'est de la programmation. Parce que l'IA fait des paris statistiques. Il est en bonne santé, elle est malade. Statistiquement, c'est ce qui sort le plus. Mais si derrière, on rajoute une couche logicielle en disant que systématiquement, on va mettre il, elle, c'est faisable. Ah, c'est dans le mauvais sens, pardon. On a demandé à l'IA, il y a quelques années, de représenter des médecins africains noirs soignant des enfants blancs. Manifestement, ça ne marche pas très, très bien. Donc, on a eu la première, là, où alors là, c'est franchement raté. Hein. L'image du French doctor blanc, c'est très fort. Ensuite, on a eu la deuxième. Alors, la deuxième, c'est un witch doctor. C'est quand même extrêmement ethnicisé. Même le gamin, il est ethnicisé. Et alors, quand on embête l'IA, ben, au bout d'un moment, voilà, on se lâche. Une girafe, c'est plus plausible qu'un médecin africain noir traitant des enfants blancs. Alors, suite à cette image, il y a eu des réactions violentes et il y a eu des défenseurs de l'IA qui ont montré que non, leur IA payante était capable de faire du bon boulot. OK. Et il y a une grosse différence entre l'IA qu'on paye et l'IA qu'on ne paye pas. Mais vous pourrez jouer avec les générateurs d'images. Il y a quand même des images qu'on a du mal à obtenir. Par exemple, moi, j'ai envie de savoir si j'existe. Et donc, je demande à l'IA de représenter une femme de 50 ans. Bon, honnêtement,
on arrive à en avoir. Bon, il y en a, elles n'ont clairement pas 50 ans, hein, les quatre de droite, clairement pas. Et les deux de gauche, à mon avis, celle du bas, elle est plus âgée que ça. Celle en haut à droite, pourquoi pas? Bon. Mais pour l'IA, le problème de l'IA, c'est qu'elle a deux catégories, vieux, jeune. 50 ans, manifestement, c'est pas jeune. Donc, on va les taper dans vieux. Les, les stars qui ont 50 ans ont l'air d'en avoir 30. Donc, si elle prend les images de stars qui annoncent leur âge, mais qui ont l'air d'en avoir 30, ben, j'ai plutôt les trucs de droite. Donc, quand elle arrive à me produire des images plausiblement, celle-là c'est de 2025, hein, plausiblement âgées, ben, vous notez qu'une femme de 50 ans, ça a les cheveux courts, parce que les cheveux longs, c'est la sensualité, et à cet âge-là, il faut être lucide, c'est mort. Voilà. Et puis, elles sont toutes blanches, toutes minces, et les deux qui ont les cheveux courts ont la même coiffure. Bon, alors là, je suis allée embêter l'IA et je lui ai demandé si je pouvais avoir des femmes qui n'étaient pas minces et pas blanches. Pas de problème. Voici une nouvelle série de portraits mettant en avant une diversité des origines et de morphologie parmi ces femmes de 50 ans. Alors, on arrive à avoir des femmes non blanches, mais elles n'ont pas plus de 50 ans, sauf peut-être en version asiatique. Par contre, en surpoids, jamais. Elles sont toutes belles. Voilà. C'est vrai que c'est un peu mieux que précédemment. À part la première ligne, la deuxième ligne est plausiblement sur 50 ans. Voilà. Donc, je n'existe pas dans l'IA. C'est une femme de 50 ans, légèrement en surpoids, qui a l'air d'avoir 50 ans. Voilà. Donc, l'IA, de par les données d'entraînement qu'elle a, invisibilise toute une catégorie de personnes. Les données d'entraînement de l'IA, c'est essentiellement des données occidentales, et je dirais même plus, nord-américaines et du Royaume-Uni. À tel point que si on demande à l'IA de détecter des produits dans des rayonnages de supermarchés, vous lui mettez des rayonnages d'épicerie du Sud, elle n'a aucune idée de ce que vous lui montrez. Bon, les systèmes de tutorat intelligents. Alors, c'est des systèmes qui vous proposent des contenus pédagogiques, c'est ce qu'on appelle les exercisers, c'est-à-dire, vous avez des Mia Seconde, ça vous dit peut-être un truc pour les profs de maths. Ça a voulu être implanté du temps où Attal était ministre. Mais il n'est pas resté suffisamment longtemps pour l'implanter. Voilà. C'est-à-dire, il y a une bande d'exercices et l'élève a un premier exercice qui lui apparaît, il le résout ou il ne le résout pas, et selon la manière dont il le résout ou pas, on lui proposera un deuxième exercice, puis un troisième exercice, etc. Et il avance comme ça dans une bande d'exercices. Ça donne des rétroactions, à quel point tu as bien réussi l'exercice ou pas, des conseils, etc. Alors, donc ça, c'est souvent de l'IA symbolique, ça a une suite de règles, mais ça peut être hybride avec aussi de l'apprentissage profond. Ça permet effectivement de faire une différenciation pédagogique et un suivi personnalisé. Ça donne plus d'autonomie aux élèves. OK. Et j'ai discuté avec des profs de maths qui l'utilisaient en complément. Ils faisaient leur cours de maths et de temps en temps, il y avait une session où on utilisait Mia Seconde ou un autre exerciceur. Ensuite, j'ai des profs d'allemand et des profs de latin qui utilisent le même genre d'exerciceur. Ça change et vous savez que les élèves, dès que ça change, ça devient intéressant. Bon, le problème, c'est que si ça change trop longtemps, ça devient juste l'école comme d'habitude et ça perd son intérêt. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, les risques. Le premier risque, c'est que les computers natifs, ça n'existe pas. Normalement, on s'en est tous et toutes rendu compte pendant le Covid. Les élèves, c'est pas parce qu'ils sont nés en même temps que l'ordinateur qu'ils savent utiliser un ordinateur. Moi, je suis née, la voiture existait déjà, j'ai quand même passé le permis. Autant ça semble évident quand je vous le dis avec la voiture. Curieusement, avec l'ordinateur, il faut le repréciser. Non, les élèves ne sont pas spontanément bons avec les ordinateurs. Alors, certes, ils n'ont pas d'appréhension. Ce n'est pas un objet étranger, mais ils ne sont pas spontanément bons. Et là où je trouve ça magique, c'est que moi, je forme des enseignants et enseignantes du primaire, et mes enseignants et enseignantes du primaire qui ont 22, 23 ans me disent « Oh là là, on est dépassé, nos élèves sont meilleurs que nous. » OK. C'est-à-dire, dès qu'on a atteint la majorité, pouf, on est dépassé. Ou alors avec un autre argument,
leur téléphone est plus performant que le mien. Ah ouais, moi, je peux avoir des super baskets qui courent vite, je peux vous assurer qu'au 100 mètres, je fais rien, moi. Hein. C'est pas parce que votre téléphone est performant que vous êtes performant avec votre téléphone. En fait, c'est votre téléphone qui est performant avec vous. C'est tellement aidé, c'est tellement assisté, il y a une telle ergonomie qu'effectivement, on n'a pas besoin de connaître grand-chose pour pouvoir les utiliser. Et donc, non, il n'y a pas de computer native. Les élèves ne savent pas spontanément utiliser les ordinateurs. Ce qui veut dire que quand on donne des ordinateurs aux élèves en imaginant que ça va les aider, rien ne prouve, ça s'est arrêté, rien ne prouve, enfin, est-ce qu'il y a un coût d'entrée? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de coût d'entrée pour utiliser l'ordi, très très bien. Mais si pour certains élèves, il y a un coût d'entrée pour utiliser l'ordi, et là en général, c'est un peu une question de classe sociale, eh ben, ça va pas être forcément si évident. C'est-à-dire, est-ce que tous les élèves ont la même facilité, la même efficacité, sont tous aussi motivés? Alors, on a quelques tests à Genève. On a l'équivalent de Canopé qui a fait un questionnaire auprès des élèves qui montrait que les filles déclarent plus vite être lassées ou fatiguées d'un apprentissage sur ordinateur que les garçons, mais aussi que la classe sociale était tout à fait sensible, c'est-à-dire il n'y a pas de mystère. C'est pas parce que vous avez des téléphones perfectionnés que vous savez liker des vidéos sur TikTok que vous êtes compétent sur un ordinateur. Et puis, évidemment, et c'est là que j'arrive dans la dystopie, imaginez un monde où on manque de profs de maths, de profs tout court, mais notamment de profs de maths. Eh bien, imaginez un établissement scolaire, l'amphi va exploser, c'est ça? Ouais. Donc, je disais, imaginez, imaginez un pays où on manque de profs de maths. Ouais. Imaginez un établissement scolaire qui n'arrive plus à avoir suffisamment de profs de maths pour mettre devant toutes les classes. Eh bien, vous savez, on va faire comme chez le radiologue ou chez l'ophtalmo. Vous allez avoir des opérateurs de maths partout dans toutes les classes et un prof de maths. Et puis, vous allez utiliser des exerciceurs dans toutes les classes. Et puis, de temps en temps, quand l'élève a du mal, on l'enverra voir le prof de maths. Alors, on ne le fait pas pour l'instant, mais on peut le faire. Et on est à deux doigts de pouvoir prendre cette décision parce qu'on n'a pas de prof de maths. Et on pourrait tout à fait fonctionner de cette façon-là, parce qu'on est dans un contexte de pénurie. Et est-ce que c'est grave? Et c'est là que je vais dire des choses un peu provocatrices, mais quand même qui taquinent un peu. On s'est rendu compte que pendant le Covid, il y avait des filles qui performaient mieux en maths avec les exerciceurs qu'en classe parce qu'elles n'étaient pas jugées ni par les profs, ni par la classe, et qu'elles menaient leur chemin toutes seules à travers l'exerciceur et que ça leur permettait de performer. Alors ça, pour moi, qui travaille sur les filles et les sciences, c'est hyper gênant. Parce que moi, j'ai envie de former tous les profs, dont les profs de maths, à faire de la pédagogie de l'égalité. Mais on n'y met pas les moyens. Alors, si en attendant qu'on y mette les moyens, ce qui arrivera un jour, certainement, peut-être de mon vivant, j'en sais rien, mais c'est pas sûr. Donc, si en attendant, on me dit qu'avec un exerciceur, les filles vont pouvoir s'améliorer en maths, est-ce que je vais vraiment dire, ah non, non, je préfère que ce soit un humain? C'est compliqué à dire. Et c'est très dérangeant pour les. Alors, j'ai raconté ça à l'association Femmes et Maths. Elles étaient extrêmement embêtées parce que bien sûr qu'elles préfèrent avoir des profs de maths formés devant tous les élèves parce que le mieux et le top, c'est quand même la prof de maths formée. Sauf que si on n'a pas. Donc voilà le genre de questions qui nous arrivent avec ces exerciceurs. Décidément. Hein. Alors voilà, la mesure et l'évaluation. Bon, ça, c'est le fantasme de tous les profs, hein, on est d'accord. Vous mettez les copies dans le tuyau, vous les récupérez à la fin des tuyaux, c'est évalué. On peut, hein, on est d'accord, on est d'accord. Voilà. Bon, il se peut qu'il y ait un ou deux inconvénients. Bon, le premier, on est d'accord. Hein. C'est un peu ce dont on rêve. Euh, Premier risque, c'est une illusion d'objectivité, notamment chez les élèves.
je suis allée écouter enfin, j'étais dans une soutenance de thèse dans une école d'informatique où les étudiants disaient, on est sûr qu'on est évalué de manière objective parce que c'est l'IA qui nous corrige. Ah ben pas du tout. Les biais, ils sont déjà dans la conception des énoncés, dans la manière dont on évalue, dont on considère ce qui est juste, ce qui est faux et dans ce qui est attendu, et in fine, peut-être dans la note que l'on met. Mais dès que c'est plus compliqué que 2 plus 2 ou un QCM, les biais, ils ne sont pas uniquement dans la correction. Donc, on va avoir une illusion d'objectivité euh, et pas nécessairement un mieux de ce côté-là. Et puis, l'objectivité, ce n'est pas la pédagogie. C'est-à-dire, quand vous corrigez, quand je corrige, on sait bien qu'entre la note et ce qu'on a envie de mettre, des fois, il y a une marge de manœuvre qui est rarement au détriment de l'élève. Quand on voit qu'il y a un élève qui s'est arraché et allez, ça pourrait passer la moyenne. On n'y est pas, mais ça pourrait. On se dit, allez, on va lui mettre la moyenne pour lui montrer qu'il peut l'obtenir, cette foutue moyenne qu'il n'arrive pas à décrocher. Et ça, je pense qu'on a fait un geste pédagogique intéressant. Ou alors, c'est de la bouillie, on est obligé de le lire à voix haute pour comprendre ce qui est écrit, mais une fois qu'on l'a lu à voix haute, on se dit, ah, mais il y a de l'idée en fait. Alors, ok, il n'a pas d'orthographe, il n'a pas de grammaire, sa socialisation a fait que c'est compliqué, mais manifestement, il a compris des trucs. Bon, bah là, on intervient sur la correction. Ouais, c'est pas objectif. Chouette, on a fait notre boulot. Voilà. Et enfin, profilage prédiction. Alors là, on va se lâcher, vous allez voir. On revient à nos biais pour comprendre où je veux en venir. Là, j'ai tapé sur Google IT specialist, spécialiste en informatique. Alors, on a des hommes et des femmes, on est d'accord. Les femmes, elles ont l'air d'être en call center, vous êtes d'accord avec moi? Les hommes sont seuls, ils sont bleus, ils sont barbus, ils regardent des écrans, ils font un truc sérieux. Les nanas, elles sourient, parce que c'est toujours bien de sourire quand on est une fille. Elles ont des casques, et franchement, elles sont en call center. Bon, si je vous montre ça, et que je vous demande, pointez-moi sur cette liste les spécialistes en informatique, il y a gros à parier, par exemple, que celle du bas, là, la deuxième, vous n'allez pas la pointer. Vous pensez qu'elle répond à votre commande la redoute. Donc voilà ce que je pense, voilà comment Google représente les IT spécialistes. Bon, alors maintenant, imaginez qu'on utilise l'IA pour faire de l'aide à l'orientation scolaire et professionnelle. Vous me voyez venir. L'Autriche s'est ramassée grave avec un bot basé sur ChatGPT, un LLM, c'était le moteur d'OpenAI. Donc les élèves commençaient par discuter avec le bot bot c'est une abréviation de robot, avant d'aller ou pas voir un conseiller, une conseillère d'orientation. Et le bot estimait que les garçons pourraient faire de l'informatique et les filles des études genre ou de la cuisine. Alors les études genre, c'est cool, hein, je dis pas le contraire, mais vous voyez quand même bien qu'il y a une espèce de biais là derrière. Donc aussitôt, le logiciel a été dénoncé, l'Autriche a dit « Ouh là là, si on avait imaginé, bien sûr, on le retire ». Après 1 heure de conférence, vous avez compris le problème. Je veux dire, ce n'était pas rocket science d'anticiper qu'il allait se passer ça. Ça a sauté aux yeux. C'était complètement évident. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou du je m'en fous. Enfin, très clairement, je ne sais pas où on est parce que c'était absolument évident qu'il allait se passer ça. Ou une espèce de fantasme techniciste, je ne sais pas où on est. Donc évidemment, ça n'a pas marché, ça a été retiré, mais l'idée même de tenter le coup me sidère. Alors, quelle solution pour ce genre de biais? La solution, ça pourrait être de redresser les données. C'est-à-dire, alors en informatique, on dit GIGO, garbage in, garbage out. Si vous mettez des données pourries en entrée, vous allez avoir des données pourries en sortie. Donc, si on arrêtait de mettre des données pourries en entrée, on pourrait peut-être avoir une IA plus performante, plus égalitaire, etc. Dans l'aide au recrutement, ça peut être un enjeu.
quand une entreprise cherche à recruter automatiquement avec une IA qui va ratisser sur LinkedIn les profils qu'elle veut, il y a deux choses l'une. Soit elle regarde comment l'entreprise est structurée et elle essaie de cloner l'entreprise, et là, vous allez avoir tous les biais sexistes, racistes de l'entreprise elle-même qui vont être dupliqués par l'IA. C'est ce qu'a constaté Amazon, hein, parce que l'IA va comprendre comment l'entreprise fonctionne et elle va refaire pareil. Et c'est pas l'IA qui est sexiste, c'est le système RH qui l'est. Et s'il faut jeter, c'est pas l'IA, c'est le système RH. Et c'est plus facile de faire porter le chapeau à l'IA. Ou bien, on indique les règles du jeu. Par exemple, on va on va auditer les résultats obtenus pour recalibrer les données, non pas pour avoir des données qui correspondent à ce qu'est l'entreprise actuellement, mais pour avoir des données qui correspondent à ce qu'on voudrait que l'entreprise devienne. Et on peut tout à fait utiliser l'IA pour plus d'égalité, plus de diversité. Si Amazon, qui a dit que son IA de recrutement automatique était sexiste, avait demandé à l'IA de lui sortir une shortlist avec 3 hommes, 3 femmes et de ne pas la classer et de recruter ces 6 personnes directes, plutôt que de la laisser mouliner et d'avoir des listes uniquement avec 5 mecs, eh ben, elle aurait pu avoir une IA qui l'aidait à faire de la diversité. Donc, ce n'est pas une fatalité. On peut contrôler les données d'entrée. Alors, évidemment, si vos données d'entrée, c'est Internet, vous ne pouvez pas les contrôler. Et Internet, il est sexiste, raciste et homophobe. Il n'est pas que ça, mais il est ça aussi. Mais si vous pouvez contrôler les données d'entrée, vous pouvez améliorer les choses. Mais ça ne suffit pas. On a un problème avec la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, actuellement, alors, pour être bien reconnu, il faut avoir l'accent majoritaire du pays dans lequel vous êtes. Il ne faut pas avoir de défaut de prononciation. Et si vous êtes locuteur ou locutrice, expert ou experte, ça marche. Vous voyez, les profs qui ont l'habitude de parler en public, l'IA s'en sort très bien. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler pour s'adresser à des auditoires, les voix d'hommes sont mieux reconnues que les voix des femmes. Et surtout, les voix d'hommes jeunes sont plus reconnues que les voix des personnes pas jeunes. Et là, il y a un enjeu très important, par exemple, au niveau du maintien à domicile. Imaginez, vous avez une IA, quand vous lui dites « au secours, appel de l'aide », elle appelle de l'aide. Ça peut être sympa pour le maintien au domicile, mais il ne faut pas que ça marche à 70%. Ah, si tu as 30%, on n'a pas reconnu l'appel à l'aide. Non, il faut que ça marche à tous les coups. Bon, les voix de vieilles dames, ça ne marche pas bien. Parce que dans les données d'entraînement, on utilise les voix de la presse écrite, non, évidemment, les voix de la presse audiovisuelle, c'est-à-dire la radio, la télé, et là-dedans, des voix de vieilles dames ou des voix de vieux monsieur. Il y en a moins aussi. Et il y a surtout des hommes qui ont l'accent majoritaire du pays dans lequel ils habitent. Donc, ça marche moins bien. Maintenant, redressons les données. Alors, ça coûte cher parce que c'est très cher de constituer ces corpus, mais c'est réalisable. Vous faites un corpus équilibré avec toutes sortes de voix. C'est ce qu'a fait IBM d'ailleurs depuis très longtemps pour entraîner sa dictée. En fait, ce que faisait IBM, c'est chaque fois qu'il avait un nouvel employé, il lui demandait de lire des textes pour entraîner son IA, pour avoir au moins toutes sortes d'accents. Ça ne permet toujours pas d'avoir les vieilles dames, mais ça permet au moins de varier les accents. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on a des algorithmes qui sont optimisés depuis 15 ans sur des voix basses de faible amplitude. Parce qu'on leur a donné essentiellement des voix d'hommes et on les a optimisées sur des voix d'hommes. Si maintenant vous donnez des voix plus variées, il faut réentraîner les algorithmes sur des voix plus variées. Donc, il faut redresser les données. 2, il faut réentraîner les algorithmes. Ce n'est pas impossible, hein, mais vous comprenez bien que ça va demander un peu de boulot. Voilà, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Voilà. On va noter aussi que le sexe ratio en informatique, c'est pas terrible. Alors, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, c'est mon fonds de commerce, c'est ce sur quoi je bosse depuis les années 2000. Donc, si vous voulez savoir plein de trucs là-dessus, j'ai écrit des bouquins là-dessus. Ça, c'est le sexe ratio en Europe, une moyenne vers 17%. Vous allez rire, quand une équipe de développement est diverse, on pense à des choses plus diverses. C'est-à-dire, par exemple, les applications de santé sur les téléphones ont mis des années avant d'intégrer les cycles menstruels.
Alors, vous aviez la taille, le poids. Pourtant, la taille, ça ne change pas souvent, hein, chez les adultes. Euh, le battement cardiaque, la tension, des tas de trucs. Et il n'y avait pas les cycles menstruels. Parce que les développeurs, un, ils n'y pensaient pas. Deux, quand ils y pensaient, ça les dégoûtait. On n'allait pas le prendre en compte. Actuellement, la plupart des applications de sport ont comme modèle de référence un homme d'1,80 m et de 70 kilos, ce qui ne correspond pas à tout le monde, notamment pas à moi. Et même si vous donnez votre vraie taille, votre vrai poids, votre vrai âge, elles ne suivent pas, par exemple, l'impact des cycles hormonaux sur vos performances sportives. Ce qui, pour les jeunes femmes, est tout à fait sensible. Donc voilà, plus de mixité dans les équipes de développement, ça ne suffira pas, mais ça permettra probablement plus de vigilance dans le développement de l'IA. Je vais terminer en vous ramenant Norbert Wiener, qui à l'époque, en 1950, dans un livre qui s'appelle L'usage humain des êtres humains, cybernétique et société. Alors, pourquoi ce titre? C'est post-Deuxième Guerre mondiale. Norbert Wiener était juif. Il a bien vu l'usage inhumain qu'on pouvait faire des êtres humains. Donc, il estime qu'avec plus de régulation et d'information, on ne pourrait pas refaire les atrocités des camps de concentration. On est d'accord, ça se discute. Mais c'était son espoir à l'époque. Et donc, il dit, on lui a dit, mais la machine à gouverner, ça va être la solution pour l'avenir, vu que nos têtes pensantes politiques sont visiblement décevantes. Et il a dit, transférer sa responsabilité à une machine, qu'elle soit ou non capable d'apprendre, c'est lancer sa responsabilité au vent pour la voir venir portée par la tempête. Et c'est très, très actuel comme propos. C'est-à-dire que comme les machines, c'est nous qui les faisons et que pour l'instant, c'est nous qui leur donnons leur but, comme je ne suis pas sûre que l'humanité a toujours des buts très clairs et très humanistes, on peut être inquiet sur les buts des machines. Si vous voulez avoir, ça c'est mon nouveau héros, hein, Joshua Bengio, qui fait partie des 3 qui ont eu le prix Turing sur l'apprentissage profond et qui a beaucoup, beaucoup réfléchi à ce qu'il avait découvert. Quand vous l'entendez parler, vous avez un peu l'impression d'écouter un des savants qui a inventé la bombe atomique et qui se demande c'est quoi sa responsabilité là-dedans. Donc écoutez Joshua Bengio, si ça vous tente. Bon, c'est un gars brillant, c'est un gars humble, c'est un gars qui explique très simplement et qui fout un peu la trouille. Et puis, c'est pas encore sorti, mais avec une association, une fondation genevoise qui s'appelle Impactia, et des collègues, on a fait un MOOC sur, en gros, manager en étant sensible au genre et à l'égalité à l'heure de l'IA, pour expliquer aux responsables d'équipes informatiques, qui sont très, très, très largement des hommes, qu'ils ont une responsabilité à la fois en termes de management d'équipe, en termes de développement d'IA et en termes de comment on utilise l'IA pour faire quand même des équipes inclusives. Voilà, je vous remercie.